Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Face à la presse, un nouveau programme de votre média panafricain Africaro. Face à la presse est une tribune réservée à des acteurs de tous les secteurs qui touchent à la vie socio-économique et politique du Bénin. C'est un espace d'expression dédié à toutes celles et ceux qui, de par leurs actions au quotidien, contribuent quantitativement et qualitativement au développement de notre pays. Pour ce premier numéro, nous sommes allés dénicher pour vous l'une des voix les plus audibles de la politique béninoise, même si cette voix-là préfère se faire parfois discrète, sinon pour dire très souvent. Pour sa première vraie apparition médiatique de l'année 2024, Ganiou Soglo a accepté se prêter aux questions de la presse béninoise ce vendredi 3 mai 2024, qui consacre d'ailleurs la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ganiou Soglo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Danongwe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté vous prêter aux questions des confrères ici présents. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je suis honoré. Alors, Monsieur le ministre, nous vous recevons ici ce jour dans les locaux d'Africaro. Aujourd'hui, ce vendredi 3 mai 2024 marque la 31e édition de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dites-nous, quel est le visage que vous avez de la presse des années 90 à aujourd'hui? Malheureusement, j'observe qu'il y a un recul de la liberté de la presse. En 1990 jusqu'aux années 2015, je crois qu'il y avait une vraie liberté de la presse. Même si parfois cette presse exagérait dans ses propos, mais elle était libre. Ça pouvait nous déranger en tant qu'acteurs politiques, mais je pense que ça nous amenait à être réfléchis, beaucoup plus critiques dans nos propos, et aussi de regarder ce que nous faisions avec une loupe qui était différente. Pour ma part, je pense qu'il y a un recul de la liberté de la presse depuis l'avènement du président Talon. J'ai le sentiment que les journalistes ne sont plus aussi libres qu'avant. Qu'ils vous souviennent que dans les années 90, que n'a-t-on pas dit sur la famille Soglo? On critiquait la première dame de l'époque, en des termes parfois pas très élogieux. On avait une Assemblée nationale qui, je pense, jouait son rôle de législation. Oui, de législation, de contrôle de l'action du gouvernement. Et les journalistes se prêtaient au jeu. Je pense que deux médias à l'époque avaient joué un rôle moteur dans la démocratie multipartiste telle que l'avait souhaité notre peuple. Car qu'ils vous souviennent que la Constitution de 1990 avait été votée par l'ensemble de notre peuple. Et donc, il y avait deux médias, l'un soutenu par M. Soumanou, le groupe de presse La Gazette du Golfe, et l'autre par... j'ai un trou de mémoire, mais vous allez m'aider. C'était Denis Rodonou avec son média Tam Tam Express. Et ils ont été les précurseurs de ceux qu'on a vus après, avec un média comme le Matinal, et aujourd'hui d'autres médias comme le vôtre, Matin Libre, etc. Mais je trouve qu'il y a un recul évident. À l'époque, la télévision nationale voyait des opposants au régime du président Soglo, au régime du président Mathieu Kérékou, au régime du président Yahi Boni. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis face à la presse. Malheureusement, je n'ai jamais été invité
à la télévision nationale, depuis l'avènement du président Talon. J'ai bien envie de vous demander, depuis que le régime de la rupture s'est installé en 2016 jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui en 2024, quels sont les rapports que vous entretenez avec les journalistes? Vous dites que vous n'avez plus jamais été invité sur la télévision nationale. Vous avez l'impression de subir un boycott dans les médias? Clairement. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier, ainsi que vos confrères, de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui face à nos auditeurs. C'est rare. Vous avez dit tout à l'heure, on n'entend pas beaucoup Gagnou Soglo s'exprimer dans les médias. Vous me donnez l'opportunité, vous m'avez donné l'opportunité il y a quelques mois. Certains de vos confrères sont venus aussi m'interviewer, mais vous êtes rares à le faire. Pourquoi? Moi, j'ai la réponse à ça. Parce que partagez avec nous cette réponse. Nos téléspectateurs sont bien intéressés par les mobiles qui fondent cet état de choses. Non, je pense que beaucoup de vos confrères ont peur. Ont peur pour eux, pour leur famille, et aussi ont peur des redressements fiscaux qu'ils pourraient avoir. Mais je tiens à vous rappeler ceci. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la politique au Bénin. Et je crois, comme ma mère, qui a été députée, que la liberté, elle n'a pas de prix. La liberté de la presse, c'est aussi la liberté d'opinion. La liberté de pouvoir ne pas être d'accord avec vous, mais que vous puissiez m'inviter sur votre plateau et que je puisse défendre mes idées. Après, vous allez inviter un autre contradicteur qui aura une vision différente de la mienne, mais qui viendra s'exprimer. Et le peuple, les auditeurs, je dirais, vont trancher. Parce que nous allons aller à des élections libres et nous allons voir si ce que je propose ou mon contradicteur est apprécié de la population. De la liberté de la presse, nous allons embrayer sur une autre liberté qui semble avoir été réprimée tout récemment. Vous avez suivi la scène qui a prévalu ces derniers jours avec cette marche qui a été réprimée, cette marche initiée par les confédérations syndicales contre la cherté des denrées de première nécessité. Comment avez-vous vécu ces événements-là quand on en est arrivé jusqu'à arrêter des promoteurs, des responsables de confédérations syndicales? Je trouve ça d'abord malheureux. Malheureux à double titre. C'est que ces mêmes responsables syndicaux, en 2015, étaient aux côtés des avocats de l'actuel président, M. Patrice Talon. Rappelez-vous les mercredis rouges. Les acteurs syndicaux étaient aux côtés des politiques, des avocats du président, pour réclamer la liberté. Ces mêmes acteurs syndicaux, aujourd'hui, sont molestés, réprimés. Donc ça montre bien que nous sommes passés de l'autre côté, malheureusement, dans notre pays, où on ne peut pas exprimer sa désapprobation, son mécontentement, de façon normale, je veux dire. Si le président Boni Yayi avait matraqué ces mêmes acteurs qui aujourd'hui répriment la liberté d'expression, je ne pense pas que le président Patrice Talon, d'abord, aurait pu rentrer au Bénin, aurait pu être candidat à l'élection présidentielle et aurait pu être élu. Donc, c'est bon de le rappeler, mais c'est malheureux de voir que nos pères fondateurs, beaucoup de Béninoises et de Béninois, ont laissé leur vie pour qu'on ait une conférence nationale, pour que notre peuple s'exprime librement pour réclamer le multipartisme intégral.
Et c'est vrai que moi, ça m'attriste, mais ça me renforce dans ma détermination d'être encore plus présent sur la scène politique béninoise. Vous savez, c'est sous ce régime qu'on a emprisonné des candidats à une élection présidentielle, qu'on a mis des étudiants en prison, que certains sont morts. Et en parlant de mort, n'eût été les mains de mes ancêtres, je n'aurais pas été en face devant vous. C'est sous ce régime qu'on a tiré sur moi. Après, on a parlé de braqueurs, etc. Je crois que il est important, en tout cas en ce qui moi me concerne, de mettre la peur de côté. La peur, elle est naturelle. Il n'y a que le fou qui n'a pas peur. Mais Gagnou Soglo et ses amis considèrent que le Bénin n'appartient pas à quelqu'un ou à un clan, mais nous appartient tous. Et c'est pour ça que je vous remercie de me donner l'opportunité. Vous avez dit tantôt, ça m'a fait sourire, que c'est ma rentrée politique. Alors si c'est le cas, alors sachez que je jouerai pleinement ma partition, sans crainte, mais sans non plus... je ne suis pas fou. Monsieur le ministre, au regard des faits, les Béninois se sont d'ailleurs interrogés sur le côté d'où venait vraiment la vérité, puisque nous avons suivi le préfet du littoral, M. Alain Oronla, qui a invité les initiateurs de cette marche-là à se conformer aux règles qui régissent donc une initiative de cette nature. Mais de leur côté, on a suivi Anselme Moussou et tous ses collègues dire qu'eux, ils se sont conformés, c'est qu'ils ont rempli les conditions, les formalités administratives donc, pour tenir cette activité. À un moment donné, est-ce que vous vous êtes aussi posé cette question? Moi, la vérité non, mais je vais vous dire, je ne me pose aucune question. Quand on veut se séparer de son chien, on l'accuse de rage. Donc, aujourd'hui, les acteurs politiques qui régissent notre pays trouvent des subterfuges pour empêcher n'importe quel individu, quel qu'il soit, de dire « moi je ne suis pas d'accord ». Pire, si vous dites « je ne suis pas d'accord » trop fort, on va vous dire « atteinte à la sécurité de l'État ». Je rappellerai simplement qu'on ne peut pas étouffer continuellement ce que les gens ont au fond de leur cœur et de leur âme. Vous savez, M. Djogbenou et M. Kenom, avocats du candidat Talon, ont dit tellement de choses. Vous parlez de l'ancien ministre de la Justice, M. Séverin Kenom. Je parle de M. Kenom. Qu'il soit devenu après ministre, tant mieux pour lui. Parce que vous ne pouvez pas avoir dit ce qu'il a dit en 2015, parler de situation apatride, de pays qui allaient rentrer en guerre. C'est lui qui nous a rappelé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité. Mais je crois que les Béninois se sont trompés. Les Béninois pensaient que ce monsieur parlait pour l'ensemble de notre peuple, mais lui, il parlait pour son client, qui s'appelle Patrice Talon. La même chose pour M. Djogbenou, parce que quand vous voyez ces deux individus qui nous ont bassiné les oreilles, en parlant de liberté, de démocratie, de situation apatride qu'on ne pourra accepter dans notre pays, voir ces deux individus nommés après par le président Talon et imposer des règles liberticides, vous vous dites, eh ben, dis donc, pour en arriver au pouvoir, il fallait tant mentir que cela à notre peuple, pour pouvoir, à 180 degrés, oublier ce qu'on a dit auparavant. Il est juste de rappeler que votre profession a gardé des vidéos qui aujourd'hui nous rappellent que vraiment il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Mais je devrais vous dire
que la cherté de la vie, ça touche le quotidien de toutes nos familles. Et quand on entend derrière ça le ministre de l'Agriculture venir tenir des propos pour expliquer l'explosion des prix, alors moi je me dis, soit je ne l'ai pas compris, soit en tant qu'économiste financier, je dis qu'il ment. Monsieur le ministre, est-ce que les causes qui justifient cette cherté-là ne sont peut-être pas ailleurs? Aujourd'hui, l'environnement, on va dire, le monde entier est confronté à ce qu'on peut appeler la crise environnementale avec la rareté des pluies, les changements climatiques, les saisons qu'on appelait saisons pluvieuses n'interviennent plus à bonne date, les saisons sèches non plus. Est-ce que les facteurs de cette crise-là ne sont pas exogènes et non politiques? Alors, je vous invite, après ce que je vais vous dire, à vous informer. Et vous pourrez sûrement dire à vos téléspectateurs, auditeurs, le ministre Gagnon-Soglo, lecteur, le ministre Gagnon-Soglo a raconté des fadaises, c'est-à-dire des mensonges. Mais il faut que le peuple béninois sache que depuis 2020, si on prend le cas du maïs, dans le monde, il y a 3 grands acteurs mondiaux, 3 grands producteurs. Le premier, les États-Unis, le deuxième, la Chine et le Brésil. Je vais revenir après du cas de l'Ukraine. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de maïs. Et depuis 2020, il y a une surproduction aux États-Unis, à telle enseigne que les silos de stockage du maïs regorgent de maïs. Ce qui a eu pour effet de baisser le prix du maïs, le cours des prix du maïs au niveau mondial. Car la demande intérieure américaine n'était pas suffisamment élevée pour absorber la surproduction du maïs américain. De l'autre côté, vous avez eu, malgré, comme vous l'avez dit, les changements climatiques, un pays comme le Brésil qui a vu sa production de maïs augmenter de façon très importante, ce qui lui a permis de vendre sur le marché chinois beaucoup de maïs. Mais donc on observe que depuis 2020, malgré le Covid, les prix du maïs, parce qu'il y en a trop sur le marché, ont énormément baissé. La seule, je dirais, le seul petit hic qu'il y a eu, c'est avec la guerre en Ukraine, du fait que le transport habituel du maïs ukrainien vers les pays occidentaux a été détourné, on a vu une tension sur le prix du maïs en Europe. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et dans le même temps, quand on se reporte au niveau national de chez nous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques du ministère de l'Agriculture. Depuis 2018 jusqu'à 2023, on a eu une augmentation de la production de maïs. Quand vous prenez en 2022, la production de maïs au niveau national était de l'ordre de 1 500 000 tonnes. Et on est passé en 2023 à plus de 2 millions. À peu près une augmentation de 30%. Je dirais, comme eux-mêmes le disent, de 27,1% entre 2022 et 2023. Mais dites-moi, quand on a surproduction du maïs au niveau national, n'importe qui va vous dire que ça va faire baisser les prix, puisqu'on a plus de production. Donc l'offre dépasse la demande. Et bizarrement, par je ne sais quelle magie, le prix du maïs a doublé au niveau national, voire triplé. Le sac de 50 kilos qu'on achetait, je crois, à 8 000 ou 9 000 francs, ou 10 000 francs maximum,
se trouve à près de 20 000 francs aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Moi, je vous pose la question. Moi, je ne peux me l'expliquer que par un effet spéculatif. Il y a des gens qui spéculent pour faire grimper les prix, quitte à appauvrir nos populations. Ça c'est pas la faute au pouvoir. Mais attendez, dites-moi, un pouvoir se veut régulateur. Sinon, pourquoi avoir un pouvoir? Dites-moi. Restons donc à l'époque des cavernes où il n'y avait rien, où chacun faisait ce qu'il voulait. Quand on a un pouvoir, le pouvoir, d'après mon entendement, c'est un pouvoir régulateur. Et c'est un pouvoir qui doit d'abord répondre aux attentes des plus faibles et des plus vulnérables de notre population. Et donc, sous la présidence de Nicéphore Soglo, en 1993, on a créé l'ONASA, qui a été repris fortement par le président Yahi Boni pour servir de tampon et de soudure en période de pénurie ou de trop-plein. D'accord? Aujourd'hui, on a, non content d'avoir mis dehors tous ceux qui travaillaient à la SONAPRA, on a mis dehors tous ceux qui travaillaient à l'ONASA, ça n'existe plus. Et donc, nous avons donc un gouvernement qui ne joue plus son rôle. Alors moi, je m'interroge, et je m'en arrêterai là. Quand le président Adrien Ongbédi nous disait « Faites attention, si vous laissez des commerçants au pouvoir, ne venez pas vous plaindre demain. » Vous vous rappelez de cette vidéo où des gens, des journalistes, de certains de vos confrères disaient « Mais monsieur le président Ongbédi, pourquoi ne voulez-vous pas que le président Talon arrive au pouvoir ?» Et il nous a exhibé, bon, nous avons tous vu que le président Talon lui avait remis je ne sais pas combien de milliards et qu'ils avaient refusé parce qu'il se disait « Mais quel est le douanier qui va bloquer le conteneur du président alors que lui-même est commerçant ?» Donc moi je m'interroge en me disant, si lui-même parlait, c'est un monsieur qui a de la bouteille, c'est pas n'importe qui a son vécu. Donc s'il le disait en 2015, ben, nous avons aujourd'hui peut-être des commerçants qui eux-mêmes créent la pénurie pour voir nos prix des produits de première nécessité, c'est de ça dont il s'agit, augmenter. Moi je vous pose la question et je m'interroge devant notre peuple en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis économiste. La loi de l'offre et de la demande, quand l'offre est supérieure à la demande, ça fait baisser les prix. Quand la demande est supérieure à l'offre, ça fait augmenter les prix. Monsieur le ministre, aujourd'hui, les engrais qui concourent à la culture de ces denrées-là ont grimpé. Le coût de ces engrais a grimpé. Le NPK qui... il y a quelques mois, était encore à 14 000 aujourd'hui, était encore 14 000 est passé aujourd'hui à 22 000 et plus. Est-ce que les paysans, les agriculteurs n'ont peut-être pas raison de faire grimper les prix? Allez interroger nos paysans et leur demander si eux, ils ont gagné de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Si vous trouvez un paysan qui vous dit que lui, il a gagné, ben, je reviendrai sur votre même plateau en me disant « Je vous prie de m'excuser ». Aujourd'hui, les paysans ploient sous les prix des intrants. C'est de ça dont il s'agit. Qui ne cesse d'augmenter. Et à telle enseigne que ces mêmes paysans ont préféré abandonner le coton et faire du soja. Parce qu'ils trouvent leur compte plus facilement en produisant du soja, parce qu'on ne leur impose pas des intrants chers. Mais n'oubliez pas, il y a 2 semaines, pour vous reprendre et reprendre votre assertion, le gouvernement a décidé de subventionner le prix des intrants et de le diminuer. D'accord. Mais entre 2020 et 2024, on n'a pas subventionné le prix des intrants. Au contraire, ils ont augmenté. Mais je dirais, ces intrants qui sont donnés au secteur cotonnier ne sont pas forcément
donné aux cultures vivrières. Ce n'est pas les mêmes intrants. Donc, on a subventionné les intrants pour le secteur du coton, voire le secteur de l'ananas, voire le secteur de l'anacarde. Mais là encore, qui sont les acteurs majeurs dans cette filière? De toute façon, le roi du coton, c'est Patrice Talon. Tout le monde le sait. Monsieur le ministre, nous allons aborder en quelques minutes un autre sujet, quand bien même c'est un sujet vaste, en quelques minutes, j'espère que nous allons pouvoir le vider. Il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines, pour être beaucoup plus factuel, les députés de la 9e législature ont adopté un nouveau code électoral, lequel code a été promulgué par le chef de l'État, Patrice Talon, un peu plus tard. Dites-nous, est-ce que, comme les formations politiques d'opposition, comme le Parti Les Démocrates et toutes les autres formations politiques, vous y voyez une sorte d'exclusion quand on fait recours aux nouvelles dispositions qui sont contenues donc, dans ce nouveau code? Mais je vous répondrai en vous disant de quoi le législateur a peur. Et finalement, de quoi notre président a-t-il peur? Moi, je me rappelle que le candidat, voire le président Patrice Talon, je crois que c'était le candidat, disait « Je suis un compétiteur né ». Mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, grâce à notre démocratie chèrement acquise, il n'a fait que d'abord restreindre les libertés individuelles, les libertés collectives, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Mais pire, il a tiré sur des gens en 2019 pour avoir un parlement monocolore. Il a été seul. Ce n'est pas lui-même qui a tiré, ce sont les forces de sécurité qui... Dites-moi, on dit vouloir maintenir... à moins qu'on ait changé la Constitution, dans le pays. À moins qu'on ait changé notre Constitution, le président est le premier, c'est lui le chef des armées. Donc vous pensez qu'une décision aussi importante ne peut être prise ou peut être prise par quelqu'un d'autre que le chef de l'État? Moi, j'y crois pas. Mais ça n'engage que moi. D'autre part, je vais aller plus loin. En 2021, il était le seul candidat. On a pris des faire-valoir pour l'accompagner dans cette mascarade électorale. On m'a tiré dessus, et je vous rappelle qu'on m'a tiré dessus. Pourquoi? Parce que j'ai été candidat, non pas en duo, mais seul, en m'appuyant sur notre seule constitution, la constitution de 1990. D'ailleurs, je disais la dernière fois à un ami, mais si tu vas à la Sonaec ou à Notre-Dame, tu peux acheter la constitution de 1990. Dites-moi, à moins que je ne me trompe, lequel d'entre nous a-t-il vu la constitution de 2019, votée nuitamment par nos députés et adoptée par le président Talon? Quelqu'un la connaît? Moi, je ne l'ai pas vu. Non, je vous pose juste la question. Ça a été voté récemment. Non, que le temps mais attendez. Donc, non, mais depuis 2019, quelqu'un a-t-il vu cette constitution-là? Elle est quelque part, mais nous, nous ne l'avons pas vue. Ça pose un problème. Non, mais bon, même si ça nous fait sourire, pour moi, cette constitution n'existe pas, puisque personne ne l'a vue. Et donc, je vous rappellerai, oui, d'accord, je vous rappellerai qu'en 2021, donc, on m'a tiré dessus quelques jours après que j'ai eu à rappeler, c'est notre seule constitution, c'est notre vivre ensemble. On peut ne pas être d'accord avec cette constitution, mais ce qui nous a permis, et a permis au chef de l'État de parvenir à être président en 2016. Comme il le rappelait à feu ma mère, je ne veux faire qu'un mandat. Mais comme le rappelait Roselyne Vieira-Soglo au président Talon à l'époque, mais si tu ne veux faire qu'un mandat, il n'y a pas de problème. Au bout de 5 ans, tu t'en vas et c'est fini. Est-ce qu'on a besoin de crier, de dire il faut mettre ça dans la Constitution? Mais non, tu t'en vas au bout de 5 ans. Donc toujours pour vous dire qu'en 2021, notre président a rempilé, et donc son devoir moral, parce qu'il faut rappeler des choses qui sont fortes de la part des hommes politiques. C'est pour ça que les gens ne croient plus aux hommes politiques. Tu ne peux pas dire, moi je vais faire de mon quinquennat un devoir moral pour ne faire qu'un mandat, et finalement en 2021, rempilé, après avoir mis les gens en prison, et aujourd'hui, alors que tu nous as dit que tu étais un compétiteur né,
tu mets encore plus de problèmes pour que quelqu'un soit candidat en 2026. Mais moi, ça n'engage que moi. Mais je vais vous dire, ça n'engage que moi. Je crois que le président Talon veut remplir en 2026. Maintenant, les gens peuvent crier, dire non, Gagnou, il raconte des bêtises. Nous verrons. Je vous rappellerai que dans mon livre, 17 minutes pour vivre, je disais, en 2022, Monsieur Dorothée Sosa sera le prochain président de la Cour constitutionnelle. Quand j'écrivais ça, les gens disaient non, mais tu racontes des histoires. N'est-il pas le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Je prends date avec vous et vous verrez que dans toutes les gesticulations que apportent aujourd'hui les députés nommés par le président Talon, parce que moi d'abord, à leur place, j'aurais honte. Vous avez été élu, pas par le peuple, mais nommé par un président, et vous vous dites honorable, ils n'ont rien d'honorable. À mes yeux, ils sont des déshonorables, parce que, excusez-moi, et je pèse mes mots, des gens sont morts, des gens sont en prison à cause d'eux. Vous savez, on peut se cacher, on peut avoir peur de ses opinions, mais il y a des gens qui n'ont pas peur de leur opinion. Et la plupart de ces députés, ou certains, m'ont connu quand mon père était président, quand j'ai été ministre et député. J'ai toujours accepté la critique, mais vous ne pouvez pas bâillonner des gens, martyriser des gens. Notre peuple souffre, et vous dites, ah non, 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 nous votons des lois où on crée même de la situation pour empêcher les gens d'être candidats. Et je terminerai en vous disant ceci. Quand nous avons, nous politiques, été à ce que on appelle la résistance. Vous vous rappelez, c'est un mot puissant. L'un des premiers, je ne dirais pas articles, mais ce qui nous a soudés dans les propositions de la résistance, c'était le retour à la Constitution de 1990. En cours de route, certains ont pris d'autres voies, ont décidé d'aller à des élections. Et je me rappelle que sur votre plateau, vous m'aviez posé cette question. Irez-vous aux élections législatives? Et je vous ai dit, mais si vous allez aux législatives, vous donnez un blanc-seing au président Talon. Aujourd'hui, dites-moi, a-t-on réglé la liberté de la presse? A-t-on réglé la liberté d'expression de notre peuple? A-t-on réglé la question de ceux qui sont à l'étranger, apatrides, alors qu'ils sont béninois? A-t-on réglé la question de Rika Madougou, de Joël Aïvo et de toutes celles et ceux qui sont en prison encore aujourd'hui? Bon, vous êtes allés aux élections, c'est ce qu'on nous a dit. Moi, je ne l'ai pas critiqué. J'ai dit, je pense que ce n'est pas la bonne option, parce que ça ne changera rien. Ils ont fait une proposition de loi d'amnistie. Le président nous a dit, face au peuple béninois, que si lui, on lui posait la question, il ne voterait pas cette loi. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que vous pensez que le président Patrice Talon veut remplir en 2026. En attendant que nous nous retrouvions donc en 2026 pour vérifier si vous avez ce qu'on peut appeler un don de prémonition, j'ai bien envie de vous dire que je ne suis pas seul à diriger ces moments de franche discussion sur les petits faits et grands faits qui marquent l'actualité aujourd'hui au Bénin. Je suis avec d'autres confrères, d'autres rédactions que nous allons aussi écouter, qui vont sans doute vous adresser leurs préoccupations. Chers confrères, bonsoir. Ma question, c'est vrai que vous avez déjà énuméré ça dans vos propos, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ça montre votre position, mais bon, néanmoins, il faudrait quand même revenir sur la question afin de voir plus de précision. Alors, à ce jour, doit-on vous considérer de l'opposition béninoise ou de la mouvance présidentielle? Moi, je suis un opposant. Oui. D'accord. Bon, vous savez, c'est vrai, vous avez déjà tout dit, mais être de l'opposition, ce n'est pas facile. Vous assumez? Oui, j'assume parce que je crois que
la liberté n'a pas de prix. Et notre pays, ou nos pays en général en Afrique, nous avons vécu la colonisation, l'esclavage. Et donc, on ne va pas encore une fois se retrouver esclave au XXIe siècle dans son propre pays. Je vous dirais simplement que nous avons reculé. Quand vous prenez simplement le code sur le droit du travail et le droit de grève au Bénin, à l'avènement du président Patrice Talon, tous ces acquis ont été balayés d'un revers de la main. Car aujourd'hui, vous travaillez en général pour les entreprises de la rupture, entre guillemets. Si on vous fout dehors, vous n'avez pratiquement aucun droit. Je pense que ce sont des acquis en régression. Et donc, on est esclave de nouveau dans son propre pays. Et donc, moi, je m'oppose à cette façon de gérer un État et surtout de gérer sa population. Du regard des derniers faits qui ont jalonné un peu l'actualité béninoise, ces dernières semaines, n'est-il pas trop tôt de parler de recul démocratique? Je crois que c'est une lapalissade que vous me faites. Je pense que aucun d'entre nous ne va dire le contraire. Il y a un vrai recul démocratique dans notre pays. Vous savez, qu'est-ce que nous entendons par le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'était quoi? C'est que pendant les élections, on se croisait, des caravanes se croisaient, PRD, RB, PSD, et on se disait, hein, c'est nous qui allons gagner. On se chamaillait et on continuait. Dites-moi, aujourd'hui, il y a des gens, des amis à moi, hein, des anciens collègues, qui ont peur de venir me voir parce que je m'appelle Gagnou Soglo. Vous trouvez que ce n'est pas un recul démocratique? Vous savez, je crois que il faut qu'on se batte pour cette liberté. Rappelez-vous que dans certains pays, le plus illustre prisonnier a été Nelson Mandela. Mais ils sont battus pour quoi? Pour la liberté. Je n'ai pas prétention ou la prétention de dire que ce que je dis, c'est la vérité. Mais au moins, je veux qu'il y ait un débat. Qu'on puisse me dire, m'objecter en disant « mais non, tu mens ». Quelqu'un d'autre va venir devant toi en te disant « je ne suis pas d'accord avec toi ». Vous allez débattre. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. À moins que je ne me trompe, hein, mais nous vivons au Bénin. Et malheureusement, quand le président Boni Yayi rencontre le président actuel, le président Talon, et lui demande « Président, il faudrait accorder votre pardon ». Et que notre président nous dit « je ne crois pas au pardon, mais le pardon est une faute ». Mais attends, dites-moi, nous sommes tous ici au Bénin. Je ne crois qu'il n'y a pas d'acteur, en tout cas politico-administratif, qui ne se rappelle pas que le président Talon a été pardonné par 2 fois par le président Mathieu Kérékou et par 1 fois par le président Yayi Boni. Donc, je considère que votre question, elle est d'importance et ne reflète pas totalement la réalité qui prévaut aujourd'hui au Bénin. Aujourd'hui, nous avons 28 femmes au Parlement grâce à une loi qui a permis aux femmes d'être au Parlement, c'est-à-dire une femme par circonscription électorale. Votre femelle a été députée à l'Assemblée nationale. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la représentativité des femmes au Parlement et dans les grandes instances de décision? Je dois avouer que le fait de voir plus de femmes au Parlement est une bonne chose. D'avoir une vice-présidente, même si
je n'abonde pas dans le fait qu'on ait une vice-présidence, mais c'est une femme, c'est aussi une bonne chose. On souhaiterait voir nos mamans dans plus d'organes représentatifs de la vie politique et sociale de notre pays. Mais c'est une avancée. Je pense qu'il faut aller maintenant plus loin. Vous avez parlé de ma mère, Rosine Vieira Soglo. Je pense qu'elle aurait voulu qu'il y ait, rappelez-vous, elle s'est battue pour avoir cette loi sur le code de la famille. Je pense qu'on doit aller plus loin aujourd'hui. Il y a aujourd'hui dans le monde entier un sujet qui est d'actualité. C'est la pression qu'on exerce sur les femmes et les jeunes filles. Je veux parler des viols, je veux parler de ce qu'elles endurent au quotidien quand elles recherchent un emploi. Je veux parler de nos sœurs, de nos filles, à l'université, à l'école, qui subissent des pressions sexuelles de la part des professeurs, des enseignants. Il faut légiférer là-dessus. Il faut légiférer avec force. Moi, j'ai une fille et je n'aimerais pas que ma fille subisse des cas de harcèlement sexuel. Et donc, derrière votre question, j'applaudis qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes au Parlement, mais il faut aller plus loin. Regardez la question, par exemple, aussi des vidéomégans. On doit légiférer là-dessus. On a dévoyé quelque chose qui était quelque chose de bien dans la société dahoméenne. Des enfants qui n'avaient peut-être des enfants de pauvres, entre guillemets, qu'on laissait dans des familles, mais pour être éduqués au même niveau que les enfants de la famille. Aujourd'hui, les vidéomégons sont devenus carrément des objets sexuels dans certaines familles. On peut les frapper à souhait, en faire des esclaves. Il faut légiférer là-dessus. Et donc, j'espère que les femmes qui sont au Parlement, moi, c'est un sujet sur lequel, demain, en capacité, je veux agir parce que c'est un sujet qui a été d'importance pour ma maman et on ne peut pas accepter aujourd'hui, quand vous voyez nos mamans à qui on a détruit leur quotidien, vous vous rendez compte? Des mamans qui étaient au bord des voies, mais combien de mamans ont permis à des responsables politiques et autres d'aller à l'université? Elles gagnaient 1000 francs, 2000 francs par jour. Mais c'est ce qui a permis à bon nombre de Béninoises et de Béninois de pouvoir aller à l'université. Mais sous le régime de la rupture, on a cassé le travail de dizaines d'années qu'on a jeté comme ça à la poubelle en disant oui, on veut une ville propre. Mais dites-moi, quand vous allez dans des villes comme au Brésil, à Salvador de Bahia, et j'en passe, vous voyez des gens qui vendent au bord des voies. Ça fait le charme de ces capitales. Et on ne veut pas non plus, et encore, parce que quand on vous parle de la France, mais allez à Barbès et dans d'autres coins, dans le 18e arrondissement de Paris, vous voyez des gens qui vendent au bord des voies. Hein. Donc je ne sais pas, derrière votre question, je vois beaucoup de choses qui touchent à nos mamans, à nos filles et à celles qui vont nous suivre. Et je pense que c'est le rôle des législateurs, du gouvernement, de les protéger, de les accompagner. Vous avez parlé tout à l'heure des violences faites aux femmes pour être plus globalisant. Si j'ai bonne mémoire, si je me trompe, vous allez me corriger. La fondation Vidolé, c'était en quelque sorte pour donner sourire et espoir à ces femmes-là. Oui. Aujourd'hui, elle existe toujours la fondation Vidolé ou elle n'existe plus? Elle existe à travers moi. Nous continuons des actions sociales. On n'en parle pas forcément parce que je crois que, comme vous le savez, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit.
Mais sachez que je continue cette œuvre de ma maman, et je parle sincèrement, je continue à le faire, parce que je pense que c'est honorer sa mémoire, son engagement, et comme vous l'avez dit, donner du sourire à ces femmes, à ces jeunes filles, c'était quelque chose, c'était une bénédiction. Mais, vous savez, j'ai été surpris la dernière fois où on nous a fait comprendre, je discutais avec des acteurs de la vie sociale, des ONG de notre pays, où on m'a fait comprendre que le législateur, en tout cas, a fait comprendre à toutes ces ONG, toutes ces associations qui œuvraient au niveau social, qu'elles n'avaient plus le droit de le faire au Bénin. Elles devaient être encadrées au profit d'une fondation connue et reconnue dans notre pays. Je trouve ça dommage. Une fondation ne peut pas faire tout. D'autres peuvent apporter leur secours à nos populations et c'est ce que ma mère faisait à travers Vidolé. Et comme je vous le dis, c'est vrai, je ne le médiatise pas, mais je continue son œuvre. Bon, mesdames et messieurs, ce premier numéro de Face à la presse tire presque à sa fin. Nous venons d'écouter les confrères des autres rédactions qui ont adressé leurs préoccupations à notre invité, Ganiou Soglo. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Votre mot de fin. Ben, je voulais vous remercier. J'ai passé un très bon moment. Je crois que c'est une émission où j'invite d'autres collègues à venir parce qu'on a une liberté de parole et ça n'a pas de prix. J'ai pu aborder beaucoup de sujets, ce que j'avais sur le cœur avec vos confrères qui m'ont posé des questions très pertinentes. Et tout ce que je souhaite, c'est que ce type d'émission soit pérenne. Je vous souhaite franc succès, mais je suis persuadé qu'au-delà de 2026, vous allez continuer à œuvrer dans ce sens pour la pluralité des opinions. Et je crois que c'est très important. Je vous remercie, je remercie tous vos confrères pour ce moment passé avec vous. Ganiou Soglo, merci. Africarfo vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Bénin, ancien député, fils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et de Rosine Vieira Soglo, hein? Oui, comment? Je vous taquine. Rosine Vieira Soglo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de Face à la presse.